Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Etienne. Salut Stéphane. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinar. On va attendre comme d'habitude 2 minutes que les dernières personnes se connectent, règlent leur son, leur image, se servent leur petit café. Donc on est déjà 70 personnes ce matin. Donc vous avez différents modules à droite de nos écrans. Vous avez le module de chat qui permet à tout le monde de se dire bonjour. Et déjà, il y a plein de gens qui nous disent bonjour et on vous dit bonjour. Et puis après, on a un module de questions qu'on utilisera, qu'on vous demande si vous pouvez l'utiliser. Comme ça, si vous avez des questions, vous les posez et ça se perd pas dans le flux. Ce sera plus facile pour Pierre-Etienne et moi d'essayer d'y répondre. On va démarrer. Ce matin, on va parler RPS, côté RH en particulier. Un gros sujet. Je pensais, en préparant ce webinaire, je pensais à nos pauvres amis députés. Je disais, il y a un article, on considère que chaque député, il n'y aura pas un député qui aura été épargné par une agression extérieure verbale. Donc ça concerne vraiment tout le monde. On va démarrer dans 1 minute. La jauge montre, 85 personnes, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Merci à tous d'avoir pris un peu de temps ce matin pour vous... Voilà, bon écoutez, on va démarrer. Alors, officiellement, bienvenue et bonjour à tous à ce nouveau webinaire sur la santé mentale et le burn-out. Quelles actions RH pour prévenir les RPS? Et je suis ravi d'accueillir Pierre-Etienne Bidon, qui est cofondeur de Mocacare, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc Pierre-Etienne, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter rapidement Mocacare? Salut Stéphane, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'organisation. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi de parler d'un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années, même à une époque où c'était un sujet qui était très stigmatisé. Pour me présenter en 2 mots, Pierre-Etienne, j'ai 30 ans. Je suis cofondateur d'une entreprise effectivement qui s'appelle Mocacare, qu'on a créée il y a 2 ans maintenant, c'était en janvier 2020, à une époque où on parlait très peu de santé mentale et on a tout simplement voulu transformer le regard qu'on avait sur ce sujet. Initialement, c'était pour des raisons perso que j'ai créé cette entreprise. Pour faire vite et sans rentrer dans le pathos, j'ai voulu entreprendre sur un sujet qui faisait sens pour moi parce que j'ai eu un père qui était atteint d'une maladie mentale qui s'appelle la dépression bipolaire. Et pendant plus de 10 ans. Et en fait, c'était important pour moi de vouloir changer le regard qu'on avait là-dessus. Et aujourd'hui, on accompagne presque 100 entreprises maintenant, bientôt en France, en Europe. On est passé de 3 à 35 personnes et on accompagne on couvre en tout cas presque 15 000 personnes maintenant, dont certaines entreprises qui sont là aujourd'hui. Et merci pour votre confiance. Et je te laisse la main, Stéphane. Merci. Il y a une question sur le côté, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay qui sera disponible assez rapidement, donc vous inquiétez pas. Donc moi, je suis Stéphane Valère, je suis un des 2 cofondateurs de Blixo, qui existe depuis maintenant 4-5 ans. J'ai 54 ans. Blixo, en fait, vous connaissez, je pense beaucoup, c'est une suite d'outils dédiés à la collaboration et à l'efficacité des équipes. Donc on a différents modules qui permettent de prendre le pouls des collaborateurs, de faire des 360, d'apporter de la connaissance pour améliorer, passer à l'action. La reconnaissance, on parlera de tout ça. On existe dans une vingtaine de langues, utilisées dans 40 pays. Par des entreprises qui vont du CAC 40 jusqu'à la start-up connue. Et au milieu, il y avait vraiment plein de PME et d'ETI qui sont moins sous les feux de la rampe, mais ô combien aussi talentueuses. Alors, on va démarrer tout de suite par quelques infos. Donc, ce matin, on va parler des RPS. Qu'est-ce que c'est les RPS? C'est des risques psychosociaux dans des situations de travail où on peut avoir du stress, des violences, entre guillemets violences, parce que ça veut dire beaucoup de choses, internes à l'entreprise,
ou des violences externes à l'entreprise, hein, quelqu'un qui m'agresse au comptoir, dans mon magasin. Et puis il y a ce qu'on appelle le job strain, on en parlera ce matin, c'est la tension au travail. Et évidemment, bah, ça a un impact, comme le disait Pierre-Étienne, ça a un impact direct sur ça peut avoir un impact direct sur la santé du collaborateur et évidemment, par répercussion, sur la performance de l'entreprise. Donc quelques chiffres. En France, et en ce moment en particulier, 2 millions de personnes se trouvent en situation de burn-out. C'est énorme. Selon l'OMS, il y a une personne sur 4 qui connaîtront un trouble mental au cours de leur vie. Il y a eu un sondage Opinionway récemment qui disait que 76% des salariés du privé souhaitent que leur employeur agisse pour leur santé mentale. Donc c'est vraiment pour ça que Pierre-Étienne et moi, on est là ce matin, et vous êtes tous là évidemment. Et puis, vous savez quoi, ça c'est prouvé, archi prouvé, là, évidemment, il y a une répercussion économique à la santé mentale, mais finalement qui n'est que secondaire, il ne faut pas l'oublier quand même. Et l'Organisation internationale du travail dit que en Europe, les pays consacreraient presque 3 à 4% de leur PIB à ces problèmes-là, quoi. Ça a un impact vraiment gigantesque. Alors on va commencer par toi, Pierre-Étienne. On va alterner un peu la parole, vous allez voir. Est-ce que, Pierre-Étienne, bah, tu peux nous dire pourquoi, selon toi, finalement, la santé mentale est si important en entreprise? Et puis, pourquoi finalement, le rôle de l'entreprise et donc pourquoi le rôle de l'entreprise, c'est aussi de prendre soin de la santé mentale de ses employés? Mhm. Déjà, je pense qu'il faut revenir sur le sujet en tant que tel de santé mentale. C'est un terme qu'on utilisait très peu, voire pas du tout, il y a 2 ans, parce que c'était un terme qui était fortement connoté autour des maladies mentales. On parlait de santé mentale qu'on associait à hôpitaux psychiatriques ou à 2% maximum de la population. Donc vraiment, en termes de définition, il y a une définition qui a été faite par l'OMS, mais sans revenir dessus, ça englobe tout ce qui va impacter le mental d'une personne, que ce soit de façon, oui, maladif, voire curatif, mais aussi tout simplement, je me sens bien dans ma peau, dans ma tête, ou alors j'ai envie de me sentir encore mieux. Donc vraiment presque un parallèle avec la santé physique, entre guillemets. Maintenant, sur le sujet du rôle de l'entreprise, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le premier, c'est la question, en fait, elle est principalement juridique au départ. C'est une obligation, en fait, qui est présente dans le Code du travail de prendre soin de la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que le rôle, en fait, de l'entreprise est réel parce qu'il va y avoir un impact sur cette entreprise en tant que telle. Je vais donner un exemple. Initialement, on pensait que tout ce qui était lié avec la vie personnelle, par exemple, d'un collaborateur, était réservé à sa vie personnelle et n'avait aucun impact sur l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est assez évident, vous pourrez me dire, mais c'est que si quelqu'un a un deuil, un problème de couple, enfin quelque chose qui est super personnel, ben, en fait, nécessairement, ça va l'impacter au travail parce qu'on est moins concentré, parce qu'on est moins présent, et en fait, c'est tout à fait normal. Donc, le rôle de l'entreprise, pour moi, aujourd'hui, il est assez évident. Et le troisième point dans cette réponse, je pense que j'irai encore plus loin que ça, je pense qu'il y a un rôle aussi d'innovation des entreprises et surtout au niveau RH en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça l'est de moins en moins, mais ne serait-ce qu'il y a 1 an, en fait, prendre la parole sur un sujet aussi engagé, entre guillemets, que le sujet de la santé mentale, c'était pas nécessairement évident parce que ça pose plein de questions. Est-ce que c'est notre légitimité en tant qu'entreprise? Dans quelle mesure je vais pas ingérer dans la vie personnelle d'un collaborateur? Dans quelle mesure ça va économiquement être viable au niveau de l'entreprise? C'est pas des associations et on reste en fait drivé par un PNL et par justement une logique économique aussi derrière. Et donc, quelle va être la rentabilité de cet investissement sur ce type d'outils et d'accompagnement? C'est des vraies questions. Et aujourd'hui, en fait, on passe un peu à l'étape 2. Il y a 1 an, c'était vraiment des équipes RH extrêmement innovantes qui prenaient la parole sur ce sujet. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que tout le monde se rend compte, et notamment pour ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, à savoir les impacts économiques que ça peut avoir dans un sens comme dans l'autre, que c'est vraiment le rôle de l'entreprise. Mmh. Tout à fait. Maintenant, sur la deuxième partie de la question, et attends, je la reprends, je me mets sur la slide. Ouais. En fait, on en a un petit peu Ouais, parlé. Donc, voilà. c'est finalement et peut-être ce que tu peux, ce sur quoi tu peux peut-être, compléter, c'est finalement pourquoi est-ce que, ça a tant augmenté récemment?
Alors, il y a le Covid, mais il n'y a pas que ça. En fait, après, c'est des analyses assez personnelles, mais je pense que effectivement, si on met de côté la situation du Covid qui a eu plusieurs impacts positifs pour moi sur le sujet de la santé mentale, le premier étant il y a eu une vraie éducation en fait sur ce sujet. Il y a 2 ans, en fait, encore une fois, on pensait que c'était un sujet qui était réservé aux maladies mentales. Aujourd'hui, beaucoup plus de personnes sont conscientes sur la nécessité de prendre soin de son mental de façon régulière, sont beaucoup plus libres d'exprimer une émotion. On voit de plus en plus de dirigeants qui prennent la parole avec des phrases du type It's okay not to be okay, et en fait d'avouer une vulnérabilité ou de faire part d'une vulnérabilité, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Et ça, je pense que vraiment, ça va dans le bon sens, dans le bon sens pour ça. Le deuxième gros changement sociétal qui a eu lieu dans les dernières années et en parallèle du Covid, et ça va plutôt être des impacts en termes de neurosciences et des impacts neurologiques, mais c'est en fait tout simplement la sursollicitation du cerveau et la sursollicitation émotionnelle de façon générale. Quand on compare, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, 20 ans, et notre cerveau a pas du tout évolué sur cette période-là par rapport à il y a des millions d'années. On est en moyenne 100 fois plus sollicité par jour par des notifications push, par des téléphones, etc. Quand on regarde les temps passés sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur les jeunes générations, sur Snap, etc. En fait, de façon neurologique, il y a des impacts qui vont être assez énormes et surtout de façon hormonale. Moi, je suis assez fan de ce sujet-là, de regarder les évolutions en termes de dopamine et de sérotonine. Je vais essayer de faire assez simple, mais en fait, la dopamine, en gros, c'est l'hormone du plaisir. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Si on regarde, en fait, la dopamine, ça fonctionne vraiment comme une drogue. Et si on regarde les phénomènes de validation sociale, quand on envoie un post sur Insta, etc., en fait, le cerveau est complètement chamboulé. Et donc, mentalement, on n'est pas prêt pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi de troubles mentaux qui apparaissent, et pas que dans le cadre du travail. Tout à fait, ouais. Alors on va avancer, merci, sur, le stress au travail. Hem, oups, on va remettre ça comme ça, voilà. Donc en fait, il y a 4 grandes, de familles, hein, dans lesquelles on peut classer, tout ce qui impacte le stress au travail. Donc les grandes familles, c'est la demande psychologique, l'attitude décisionnelle, le soutien social et la reconnaissance. Et je vous ai listé là dans les 4 grandes colonnes, finalement, tout ce qui a un impact, sur les RPS. Sachant que si on c'est ce que a dit, rapidement tout à l'heure Pierre-Étienne, si on tombe d'un côté, on est dans le stress négatif, le stress qui fait mal. Et si on pousse les curseurs et si on améliore tous ces sujets-là de l'autre côté, on est sur la qualité de vie au travail, qui là, au contraire, on pousse les curseurs vers le bien et donc vers se sentir bien, pouvoir se développer personnellement et avec des impacts économiques sur l'entreprise qui sont très forts. Hem Et on voit que finalement, c'est très, très systémique. C'est-à-dire que je veux pas dire que tout a un impact sur le stress, mais quand même, on a énormément de sujets. On a des sujets comme d'organisation, comme la charge de travail, les contraintes de temps, les objectifs qui sont fixés. On a des choses un peu plus, hem, comment pas philosophiques, mais un peu plus, hem, heu, abstraites, je dirais, comme le sens au travail. On a des choses sur, mon territoire à moi, c'est-à-dire est-ce que je relève des défis? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux prendre des initiatives? Est-ce que je me sens autonome? Est-ce que j'ai les compétences que j'utilise, que je mobilise pour mon travail, elles sont reconnues? Est-ce que je peux me former? Je suis formé? Il y a tout le sujet dont parlait Pierre-Étienne aussi du lien social. Est-ce qu'on fait preuve d'empathie à mon égard, de bienveillance, de prévenance? Est-ce que quand j'ai un problème, on me tend la main? Est-ce que quand je dis quelque chose, on m'entend? Est-ce qu'il y a de l'entraide entre les gens? Est-ce que je me sens intégré? Et puis, il y a le grand sujet de la reconnaissance. Vous savez, le sentiment de manque de reconnaissance, c'est un vrai fléau. Et donc, est-ce que je me sens reconnu, justement? Est-ce que je pense que les règles de reconnaissance sont équitables dans l'entreprise? Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que j'ai l'impression de pouvoir évoluer? Et est-ce que, mon évaluation me paraît cohérente. Et donc en fait, tous ces sujets-là font
potentiellement le stress au travail. Et ce qu'il faut avoir en tête, moi, ce que j'aime bien avoir, c'est la notion de multiplication. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'addition. Vous vous souvenez, en maths, le 0 dans une multiplication, il fout tout par terre. 0 fois 5, ça fait 0. 0 plus 5, ça fait 5. Là, malheureusement, quand on parle de stress, on est très vite dans des cercles, des cercles je ne trouve plus mes mots, excusez-moi. Le contraire de cercle vertueux, des cercles. Bref, vous m'avez compris. Pardon ? Des cercles vicieux, merci. Voilà, on est très vite sur des cercles vicieux, excusez-moi. Et donc, si un de ces sujets est vraiment bas et me cause un vrai stress, le reste, je suis aveuglé par ça très facilement et le reste s'écroule et on rentre dans un cercle vicieux où petit à petit, un peu comme les dominos, les cases tombent les unes après les autres. Voilà, je vais relaisser la parole à Pierre-Étienne. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, pourquoi finalement il faut absolument envisager une prévention des RPS et ça le plus en amont possible? C'est une super question et je pense qu'en plus elle n'était pas évidente encore une fois il y a quelques années vraiment quand les entreprises reprenaient à la lettre le code du travail et mettaient en place des solutions, c'était vraiment de façon très curative, se dire bon ok là on a un problème, on va l'adresser, mais sinon la prévention était quand même assez floue et c'est pas quand je dis ça, je lance pas du tout la pierre. C'était super compliqué parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est profondément invisible. C'est-à-dire que autant un problème de physique, ça se voit, on tombe dans l'escalier, on se casse la jambe, le lendemain, on vient avec une béquille et un plâtre. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez visuel. Autant à un moment, on traverse une problématique mentale, quelle qu'elle soit, que ce soit liée à la dépression ou à d'autres choses plus légères, entre guillemets, un syndrome de l'imposteur, des choses comme ça. Mais en fait, ça se voit beaucoup moins. Et donc, c'est pour ça que c'était compliqué en fait de prévenir. Ça se voit Aujourd'hui, moins, excuse-moi de t'interrompre, ça se voit moins et vas-y. en particulier, ça se voit moins dès qu'on n'est pas avec la personne. C'est-à-dire que finalement, il y a que ça se voit moins et très peu de gens peuvent le voir. Il faut vraiment être au contact de la personne. Et ce qui rend la chose compliquée pour les RH ou pour les managers ou pour des collègues de collègues. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Ouais. Et d'autant plus, non mais tu as complètement raison, et d'autant plus en période de télétravail, en fait, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre, à mesurer, etc. Donc en fait, je pense que la prévention aujourd'hui, elle est assez clé déjà en termes d'impact humain, parce que le fait tout simplement de prendre la parole, nous ce qu'on observe, c'est que le fait de prendre la parole de façon assez globale sur le sujet, et souvent quand c'est porté par les équipes RH, par le leadership de l'entreprise, c'est encore plus puissant. De dire, ouais, on fait une conférence sur le sujet où on parle de ce que c'est que la santé mentale, de ce que c'est que la résilience, etc. En fait, ça va permettre déjà de libérer la parole et de se dire, quand j'arrive dans une situation où je me sens pas nécessairement bien, et ben j'ai pas de frein psychologique à le partager et à me dire ok c'est normal en fait. Je fais une micro parenthèse parce que vous avez sûrement vu passer quelques jours au JT, ça a fait un petit buzz, mais Stromae qui a commencé à présenter son dernier album. En fait, moi, ça m'a vachement marqué parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus une génération d'artistes, de sportifs. On l'a vu avec les JO, avec Simone Biles, avec Naomi Osaka à Roland Garros l'année dernière, etc. Une génération d'artistes, de sportifs qui osent prendre la parole sur ce sujet. Et donc, pour moi, c'est un peu la première brique de la prévention, c'est de dire, OK, en fait, ça arrive et c'est normal. Et ça, déjà, ça diminue le niveau de stress, entre guillemets, là-dessus. Le deuxième niveau, est particulièrement adapté pour l'entreprise, c'est d'aller travailler sur les couches managériales et les populations RH qui, en fait, sont directement concernées par ces sujets. Enfin, vous, ce que vous voyez toute la journée, c'est, j'allais dire, quelqu'un qui frappe dans votre bureau, mais plus tellement maintenant, mais imaginons quelqu'un qui frappe dans votre bureau, qui se met à pleurer et en fait, on est perdu et c'est normal. Et donc, nous, ce qu'on recommande énormément, c'est de travailler vraiment sur la couche managériale et sur les équipes RH pour leur donner les outils d'accompagnement et de prévention pour savoir réagir à ces situations. Et la troisième réponse sur le sujet de la prévention, qui pour moi est importante, c'est comme plein de domaines, en fait, c'est prouvé et il n'y a pas besoin d'en être convaincu, en fait, que le coût humain comme financier de la prévention est bien inférieur au coût de résoudre un problème, entre guillemets. Ah oui. Vous savez tous quel est le coût d'un recrutement, quel est le coût d'un burn-out, le coût financier, en fait. Et face à ça, en fait, le fait de mettre en place des actions de prévention économiquement est super rentable, entre guillemets.
Tout à fait, ouais. On va même creuser ça. Voilà. En fait, vous vous souvenez de la petite slide que je vous ai montrée il y a 2 minutes, en fait, une façon de prévenir, c'est de reprendre encore cette phrase, «Tout ce qui se mesure s'améliore». Hem, c'est, pour aller plus loin, en fait, c'est pour aider les RH, pour aider les managers qui sont effectivement, une des pierres angulaires du sujet, comme le disait Pierre-Étienne. Comme le sujet est très vaste, hein, vous vous souvenez, tous ces points sont à gérer. Ce qu'il faut, c'est pouvoir prioriser. Pour pouvoir capter de l'information, il faut pouvoir, capter les signaux faibles et essayer de capter les problèmes avant qu'ils ne soient, trop compliqués. Donc, pour ça, en fait, il y a les enquêtes RPS, qui permettent, donc, c'est entre autres ce qu'on fait, qui permettent de mettre un cadre de sécurité qui est exactement ce que disait Pierre-Étienne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux m'exprimer simplement, puisqu'on me pose des questions, on me donne la parole, dans un cadre anonyme, je c'est possible, ça devient simple. Hem, heu, Ça devient simple aussi de traiter la donnée. C'est-à-dire que ce qui est compli ce qu'il faut il faut pas que ça soit compliqué pour les RH, il faut pas que ce soit un truc encore de plus qui soit difficile, parce que comme c'est un sujet transparent, on n'y pense pas tant que ça, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un sujet un peu invisible, c'est difficile d'attirer l'attention. Donc il faut que ça soit, moi je crois beaucoup, il faut que ça soit des choses assez simples. Donc en fait, nous, on fait des petites enquêtes de 25 questions qui reprennent en fait ces 25 points, en fait, et les données sont analysées automatiquement, sont pré-mâchées automatiquement, et il y a ce qui est important dans l'histoire, c'est de pouvoir diffuser. Alors, je ne parle pas de casser l'anonymat, c'est pas du tout le sujet. C'est que pour impliquer les managers, pour impliquer d'autres RH, pour impliquer les dirigeants, parce que c'est très important, comme le disait Pierre-Étienne, il faut pouvoir diffuser l'information, et donc les résultats de ces études, les résultats de ce qu'il faut prioriser, sur quel chantier par quel chantier il faut commencer, dans telle équipe, dans tel BU, dans tel établissement, pour tel type de population. Tiens, le stress pour les gens qui sont là depuis plus de 10 ans, il ressemble plutôt à ça dans notre entreprise. Les gens qui arrivent dans notre entreprise, ils ont plutôt telle source de stress, c'est quand même très embêtant dans une problème d'intégration, comment on va l'adresser? Donc on va prioriser et on va diffuser très simplement l'information aux parties prenantes, aux gens qui sont responsables de ça, qui ont une action là-dessus, pour les aider eux-mêmes à agir. Et ce qui est intéressant, on le verra après un peu plus tard, c'est qu'on va pouvoir mesurer les résultats rapidement, et donc on crée de la motivation. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Alors, comment est-ce qu'on peut, libérer au-delà d'une enquête comme je l'ai montré à l'instant, comment est-ce qu'on peut libérer la parole, sur ces sujets de santé mentale et de RPS, Pierre-Étienne? Et désolé, j'ai un tout petit peu du coup spoilé là, parce que j'ai commencé à Ouais, mais aborder ce on sujet va ouais. précédemment, mais si je résume, en fait, pour moi, le premier point, c'est montrer l'exemple. En fait, il faut qu'il y ait des personnalités au sein de l'entreprise, que ce soit encore une fois dans les équipes RH, que ce soit dans le leadership, qui montrent l'exemple. Et nous, ce qu'on observe dans certaines entreprises qu'on accompagne, et même ce qu'on demande quand les gens sont motivés pour faire ça, c'est qu'il y ait le PDG d'une société et la DRH de la société qui prennent en fait la parole en partageant un exemple personnel, que ce soit pro ou perso, sur dans quelle mesure en fait il ou elle a été confronté à une thématique de santé mentale personnellement, dans quelle mesure ça l'a éprouvé à un moment donné, et comment il ou elle a traversé cette situation pour, pour que ce soit positif. Et en fait, vraiment, le fait de prendre la parole là-dessus, ça permet deux choses. Ça permet, un, à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise de se dire, ah ok, en fait, ça n'arrive pas juste à moi, et ça arrive à quelqu'un qui est potentiellement mon boss, ma boss, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, etc. Et qui a aussi des moments où il se sent moins bien. Et la deuxième chose que ça permet, c'est de mettre des mots sur des situations qu'on traverse. Donc ça, c'est le premier conseil assez actionnable que je donnerais. Essayez en fait au sein de votre entreprise d'embarquer, de trouver des moments de partage autour de ça. La deuxième chose pour prendre la parole, je pense que c'est d'identifier des thématiques spécifiques sur lesquelles les équipes ont besoin d'être accompagnées. Je vais vous donner quelques exemples. On s'est rendu compte, pareil, dans certaines entreprises qu'on accompagne, que le sujet de la parentalité était un réel moment dans lequel il n'y a pas besoin,
d'aller très loin pour le comprendre. Je fais une micro-parenthèse, j'ai eu une petite fille il y a 4 mois et du coup, je le vis en temps réel pour comprendre l'impact que ça peut avoir sur une charge mentale. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est deux choses. C'est un, d'accompagner les entreprises à prendre la parole sur ces sujets-là, à dire, OK, qu'est-ce qu'on peut traverser et comment ça se traduit, mais aussi à créer potentiellement des communautés internes. Typiquement, rassembler les jeunes mamans, les jeunes papas, pour en fait juste parler en fait de ce qu'on ressent et mettre des mots dessus. Et peut-être que en fait les solutions ne seront pas extrêmement scientifiques derrière, mais rien que le fait de se dire ah ok, en fait moi aussi je ressens une culpabilité parce que je travaille beaucoup et du coup j'ai moins de moments dans la journée pour voir ma fille. Ah d'accord, ok, je comprends beaucoup mieux en fait. Donc deuxième conseil, je pense, c'est créer des communautés sur des thématiques spécifiques. Et le troisième conseil, c'est, je lisais un super bouquin ce matin que je recommande. Il s'appelle, je le mets dans le chat, il s'appelle Facile de Fouriol. Hop. Et en fait, je ne l'ai pas terminé, hein, je ne lis pas aussi vite que ça, mais en tout cas, le premier, ça m'a vachement marqué parce que le premier chapitre, c'était sur continuer avant de commencer. Et en fait, souvent, on se dit, prendre la parole là-dessus, c'est un sujet qui est potentiellement assez explosif, sur lequel on ne sait pas nécessairement mettre des mots. Est-ce que ça va être le bon niveau en tant qu'entreprise? Est-ce qu'on peut se positionner sur ce niveau-là? Si oui, comment? Et en fait, ça m'a vachement inspiré ce premier chapitre parce que je me suis dit, si jamais on n'en fait pas tout un bousin, mais qu'on se dit vraiment très concrètement quel est le sujet sur lequel on peut commencer et on peut continuer à prendre la parole là-dessus, que ce soit par exemple dans la lignée d'une séance de feedback managérial. C'est souvent le cas en fin d'année ou en début d'année, il y a les reviews annuelles. En fait, se dire, bah oui, au moment des reviews, c'est un sujet qui est souvent important parce que ça génère de la charge mentale pour les équipes, parce que les managers ne savent pas nécessairement comment faire un feedback, comment donner de la reconnaissance, etc. Et en fait, continuer un peu sur des piliers sur lesquels vous communiquez déjà, en poussant un cran plus loin et en disant, bah oui, en fait, ce moment de review annuel, il peut avoir un impact sur la santé mentale. Et donc, voilà ce qu'on vous conseille de faire pour que ça se passe au mieux. Parfait, merci. On va continuer avec on va aborder la dernière partie, puis après évidemment répondre à toutes les questions. C'est pas ça, c'est finalement qu'est-ce que ça veut dire créer un environnement sain? Comment on peut penser globalement une stratégie de santé mentale dans l'entreprise? J'avais mon micro coupé, désolé, j'étais en train de regarder les questions en même temps et Tamara, avec plaisir pour répondre Ouais, à vos exactement. questions Ouais. juste après. Je pense que et ça a été une différence massive dans la façon dont on a construit et pensé Mocaker dès le départ, qui était de dire il faut vraiment avoir une vision organisationnelle du sujet. En fait, c'est vraiment comment on embarque à la fois les équipes RH, les managers, l'entreprise de façon globale, et pas seulement un collaborateur sous forme d'une application qui lui permettra, si je caricature, de consulter un psy ou de regarder du contenu. En fait, pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est comment on en fait une politique globale. Et ça, donc, c'est extrêmement clé. Maintenant, c'est un peu l'objet de la question d'y répondre. Donc, une fois que j'ai fait ce constat, il faut essayer d'aller un cran plus loin. Pareil, on revient un peu sur les mêmes piliers, mais pour moi, il y a un gros sujet autour de la communication. En fait, simplement prendre la Tout à fait parole sur ce d'accord. sujet et en faire un Ouais. pilier RH au même titre que le développement, au même titre que le learning and development, au même titre que, enfin désolé pour le franglais, au même titre que la formation, au même titre que l'évolution de carrière, etc., etc. Ben, en fait, oui, la santé mentale est un sujet clé de l'entreprise au niveau RH. Et ça, c'est pas juste, entre guillemets, moi qui suis profondément convaincu et Stéphane aussi par nos sujets respectifs, mais c'est plus, en fait, même ce qu'on observe aux États-Unis, si on regarde une entreprise comme Delta, par exemple, qui vient de nommer un Chief Health Officer, qui est au bord de l'entreprise et son seul rôle, entre guillemets, c'est de prendre soin de la santé physique et mentale des collaborateurs. Moi, j'avais vu un truc, excuse-moi de t'interrompre, dans le même style, des petites choses qui fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on applique nous, entre nous, c'est toujours commencer
une réunion, un entretien par comment ça va en ce moment, mais pas le salut, comment ça va, comment ça va, comment ça va, et parler de moi, mon comment ça va aussi. Je t'explique C'est une, comment moi je vais en ce moment. Bah, moi, je suis fatigué, je suis machin, j'en peux plus vivement les vacances, j'arrive pas, ou je suis stressé par là, il y a eu des problèmes. Et amener le partage de son collaborateur sur le sujet, c'est important de consacrer 5 minutes à un vrai comment ça va, parce que ça permet d'ouvrir plein de sujets en fait. c'est une super pratique et en fait, je peux que la défendre, même si en fait, nous, on l'a fait systématiquement, même avec les entreprises et les équipes RH qu'on accompagne. Au début, j'ai demandé à nos équipes de Customer Care de commencer tout leur meeting par cette question-là. Mm. Et en fait, au début, on avait des clients qui étaient un peu surpris. Ok, bah, comment ça va? Enfin, jusqu'où je te raconte ma C'est vie, ça, jusqu'où ouais, je c'est te ça. dis si ça va pas. Et en fait, bah, pour moi, c'est assez clé parce que ça permet juste de se dire, en fait, là, franchement, je suis à un moment où il faut que tu ailles vite, que tu me dises vite les trucs parce que je suis un peu stressé, j'ai plein d'autres trucs sur ma to-do. Et donc, franchement, va à l'essentiel. Ou alors, écoute, là, en fait, je suis super enthousiaste parce qu'on a fait. Et donc, je partage complètement. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu. Ça fait un peu bizarre. C'est la première brique, sans doute. Ouais. Mais Mm. après, ça Mm. apporte énormément. Et je fais une autre référence d'une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Idriss Aberkan, qui travaille justement sur dans quelle mesure une idée au tout départ qui est perçue comme farfelue devient assez vite évidente. Et notamment, il prend l'exemple de plein d'idées révolutionnaires qui ont eu lieu au fur et à mesure de l'histoire, qui passent chacun par 3 stades. Le premier, c'est ridicule. Donc, il ne faut pas avoir peur du ridicule et de se dire, bon, les premières réactions de mes clients, ça va être de rigoler et de se dire un peu gêné. Le deuxième, c'est ça peut faire peur. C'est OK, mais dans quelle mesure je vais rentrer dans ma vie perso et lui dire quelque chose. Et le troisième, c'est évident. Et aujourd'hui, on se rend compte que bah, dans la relation la plus proche possible qu'on essaye de créer avec les entreprises qu'on accompagne, c'est quelque chose qui aide énormément. Mm. Désolé, j'ai fait une petite déviation et Non, je vais, pardon, vas-y, vas-y. je vais revenir, revenir au sujet et aux questions. Notamment, Tamara, vous nous demandiez pourquoi parler du terme de RPS. Je suis assez d'accord avec vous. En fait, moi, je suis pas complètement fan de ce terme de risques psychosociaux qui déjà fait assez old school, assez tabou parfois. Typiquement, quand on en parle en entreprise, on se dit, oh là, ça va encore être un sujet un peu à dépoussiérer, on va dire, et donc à aborder un nouveau regard, un nouveau regard là-dessus. Pour être transparent, je suis pas sûr d'être complètement fan de facteurs d'influence que je trouve assez flous et peut-être un tout petit peu lisses, qui n'explicitent pas assez vraiment enfin, ce qu'on veut dire, quoi. Et je vais donner un exemple très concret pour dire ça. Par exemple, on accompagne des entreprises sur la prévention du harcèlement. Et certaines entreprises nous disent, est-ce qu'on peut éviter le mot harcèlement et utiliser plutôt comment faire pour que ça se passe bien ou enfin, en fait, des termes assez neutralisés. Et nous, j'avoue qu'on n'est pas trop fan de Tout à fait ça d'accord. parce qu'en fait, en fait, si on n'est pas capable de mettre un C'est mot ça. sur quelque chose, c'est qu'en fait, il y a un tabou, il y a quelque chose qu'on n'ose pas dire. Donc, autant utiliser. Donc, effectivement, c'est assez dur et cette question, honnêtement, on se la pose encore aujourd'hui. C'est assez dur de trouver le mot juste et c'est pour ça qu'on aime bien, nous, parler de mental, de santé mentale, potentiellement de bien-être psychologique, même si, enfin, en fait, il n'y a pas de terme parfait et je pense qu'il est nécessaire de l'accompagner. Et aujourd'hui, c'est pas un terme qui est autoporteur, entre guillemets. Mhm. Voilà. Alors, sur comment mettre en place une stratégie, il y a quand même, moi je pense qu'il faut impliquer. C'est-à-dire que et c'est plus facile d'impliquer quand on a de la donnée, parce que justement, comme le disait Pierre-Étienne, il y a encore beaucoup de gens qui sont, très dubitatifs sur le sujet et qu'à un moment, il y a des débats qu'on ne peut plus avoir en fait. Qu'à partir du moment où on a de la donnée sur, des baisses de notes, sur des verbatims qu'on capte qui explique des notes, sur des impacts, quand on arrive à mesurer, ce qu'on fait très simplement, quand on arrive à mesurer l'impact de, euh, de la sensation de relever des défis qui n'est pas assez haut sur l'engagement, la motivation, ça parle très rapidement aux gens qui ont plutôt des machines à calculer et des tableaux Excel dans leur tête que de l'empathie et qui se sentent pas concernés par ce genre de sujet. Donc, pour impliquer, la data est quand même très intéressante
Et puis, il faut monitorer. C'est-à-dire que c'est exactement ce que disait Pierre-Étienne, c'est-à-dire qu'on est sur un sujet infini, parce que la matière humaine, elle est infinie, parce que tout ça, c'est lié à... C'est très, très systémique. Donc, dès qu'on bouge quelque chose, dès qu'on bouge quelqu'un, c'est Palo Alto, c'est-à-dire qu'on est on est dans un cercle qui ne s'arrête jamais. Donc, de toute façon, la situation n'est jamais totalement sous contrôle, elle n'est jamais stable. À partir du moment où on accepte ça, il faut se dire que ça tourne non-stop et qu'il faut passer son temps à monitorer et permettre aux gens de voir où ils en sont, permettre de donner de la data aux managers pour savoir où en est son équipe, permettre aux RH et aux dirigeants de comprendre où ça en est, impliquer, prioriser, parce qu'on ne peut pas tout faire, et on continue, et c'est une chaîne infinie en fait. Ça, je pense que finalement, c'est c'est la fondation d'avoir une bonne stratégie parce que les chantiers d'aujourd'hui ne sont absolument pas les mêmes que ceux qu'on va adresser dans un mois. Et les chantiers du 4e étage de ma boîte ne sont pas les mêmes que les chantiers du 2e étage de ma boîte. L'autre jour, il y a quelqu'un qui disait, là, on faisait un webinar avec la DRH de la Maïf qu'on accompagne, qui disait un truc extrêmement juste. Elle disait, en fait, moi, je crois que la qualité de vie au travail des gens, c'est dans les quelques mètres carrés qui les entourent. Les gens avec qui ils travaillent, leur travail, leurs outils de travail, leur lieu de travail, etc. Finalement, c'est ça. Et donc, en fait, c'est très, très local. Il y a beaucoup, beaucoup de météo locale, beaucoup d'actions locales. Et donc, en fait, le principe de la stratégie, c'est déjà de savoir ça. C'est-à-dire qu'OK, on peut monitorer au siège social, mais il faut pouvoir donner les outils par de la formation, par des assessments, par de la data, par de l'accompagnement, par tout ce qu'a évoqué Pierre-Étienne, à tous les acteurs, les managers et leurs équipes, pour pouvoir prendre ce sujet en main. Et en fait, plus on fait ça, plus on peut diffuser de l'information et plus la parole se libère, plus on peut déployer des bonnes pratiques. Et en fait, ça marche, quoi. C'est vraiment ça le sujet. Corentin, pour répondre à vos questions rapidement, donc la question c'est, n'est-ce pas le Chief Health Happiness, Officer, n'est-ce pas le nouveau Chief Happiness Officer qui est rarement une réponse globale apportée au sujet de la souffrance au travail? Alors c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport. En fait, déjà, en fait, le terme de Chief Happiness Officer, je pense, est assez galvaudé et du coup, souvent, c'est pas du tout un poste de leadership. Contrairement aux positions dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment impactant sur la stratégie globale de l'entreprise. Et je pense que les Chief Happiness Officers ont un rôle assez énorme sur la manière de penser le bien-être au travail de façon globale. Mais là, en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est prendre en compte la santé des collaborateurs. Et la deuxième partie de votre question, c'était est-ce que tu as des exemples en France? Est-ce que c'est une tendance de fond ailleurs? Donc aujourd'hui, c'est des exemples encore extrêmement naissants. Sur certains sujets, et les États-Unis ont pas mal d'avance sur nous, sur d'autres, ils ont du retard, mais le sujet de la santé mentale est un sujet qui est beaucoup plus déstigmatisé dans les cultures anglo-saxonnes. Donc effectivement, moi j'observe beaucoup ce qui se passe outre-Atlantique et outre-Manche. Il y a encore assez peu d'exemples. Je citais Delta. En France, je sais que L'Oréal est extrêmement innovant sur le sujet. Et donc, aujourd'hui, ils ont une personne qui s'occupe de ce sujet-là et qui est dans le COMEX de l'entreprise. Je sais qu'AXA est en train d'y réfléchir aussi dans les grands groupes. Donc, il y a quelques exemples français qui commencent à émerger et c'est bon signe. Il nous reste 3-4 minutes pour prendre une ou deux questions supplémentaires. Bonjour, comment vous arrivez? Si tu veux, Stéphane, tu peux juste. Enfin, vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, je t'en prie, je Je réponds veux juste après. prendre la main sur la question de D'Anne-Marie? Valérie sur le burn-out. Ah, Effectivement, en fait, 2 millions, c'est un chiffre qui est assez énorme quand on compare à la population active en France. Ça représente presque 8%, si je ne me trompe pas, de la population active, ce qui est énormissime. Et on parle vraiment de burn-out qui est au niveau curatif, maladie, arrêt maladie, pardon. Et en fait, effectivement, il y a un terrain, il y a énormément de recherches qui ont été faites là-dessus. Donc, je vais essayer de le synthétiser très rapidement. Mais ça repose déjà sur des facteurs observatoires, c'est-à-dire quand on commence à avoir des micro-pertes de mémoire, des difficultés à dormir la nuit, d'avoir beaucoup moins de croyances sur notre capacité à réussir à un moment donné de notre vie, d'avoir beaucoup d'incertitudes. Donc en fait, quand on observe ces 4 principaux facteurs,
Bah oui, en fait, il y a un terrain qui est favorable parce que, par exemple, si on prend la crise qu'on a traversée, et bon, enfin, j'ose plus dire que Non, finger n'ose pas. crossed, voilà. Mais en tout cas, on s'en sortira. Et en fait, bah oui, ça a eu des impacts sur les sujets de sommeil parce que bah, nécessairement, il y a beaucoup moins de rupture entre vie professionnelle et vie personnelle qui implique que bah, le cerveau continue à tourner la nuit, donc on dort moins bien. Il y a eu des transformations assez massives des modes de communication qui ont fait que bah, la façon de réassurer que peut avoir la communication verbale directe parfois, la communication écrite, si on la maîtrise moins, est beaucoup plus incisive et beaucoup plus complexe à maîtriser pour générer aussi de l'enthousiasme. Donc oui, il y a clairement un terrain favorable qu'on a connu ces 2 dernières années sur les 4 grands sujets dont on a Mm. parlé. Je vais répondre à une ou deux questions. Il y a Pauline qui dit comment débuter les vrais comment ça va en réunion pour que les personnes partagent et ne fuient pas la question. Bah, vous savez, c'est l'exemplarité, ce que disait Pierre-Étienne, c'est-à-dire qu'il vaut mieux. Alors, je vais te poser la question comment ça va, mais moi, je vais te dire comment ça va, en fait. Je vais commencer et d'être sincère, de dire les choses, et ça mettra les gens à l'aise. Juste avant de prendre la deuxième question, je pense que Ombeline a dû ou vous a mis dans le chat un lien si vous voulez qu'on vous montre un peu à quoi ça ressemble Blixo, à quoi ressemble une enquête RPS, quelles sont les infos que vous pourriez avoir très simplement. Il suffit de donner votre nom et on fera ça avec vraiment plaisir. Il y avait une question après sur comment mesurer les impacts positifs de la prise en compte de la santé mentale des salariés sur les résultats de l'entreprise. Il existe des statistiques tangibles. Oui, oui, tout à fait. Il y a énormément d'études qui ont été faites par des énormes universités, des énormes cabinets dans le monde entier. C'est très, très documenté. C'est un sujet qui date pas d'hier, qui vont toutes dans le même sens. On pourra vous donner, si vous voulez aussi, Anne-Marie, des infos là-dessus. On a aussi, on a même on a aggloméré toutes ces données et on en a fait une calculette qui permet de voir directement. Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a des graphiques. Par exemple, il y a Harvard qui a publié un graphique hyper intéressant où on voit sur 10 ans les courbes de cotation des entreprises et des bénéfices distribués aux actionnaires d'entreprises qui ont décidé d'adresser ce sujet. Et on voit la progression, elle est dingue en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que disait Pierre-Étienne au début, c'est-à-dire que finalement pour des budgets qui sont tout petits mensuellement ou annuellement, l'effet de levier, il est gigantesque dans un sens pour faire monter la productivité et les résultats économiques de l'entreprise. Et je ne parle pas du bien-être des gens, qui est quand même le truc fondamental. Et dans l'autre sens, si on ne l'adresse pas, comment ça baisse rapidement et comment on perd des points rapidement par rapport à la concurrence. Bon, il est 43, on va prendre peut-être la dernière question. Ouais. Alors, attends. Bonjour, Colin. Il y a des questions dans Ouais, la le question de chat. Christelle, je la trouve très intéressante sur l'ingérence entre vie professionnelle et vie personnelle. Euh, plusieurs points là-dessus. La première, c'est de faire une différence entre ce qui ressort de la confidentialité et de la perception de confidentialité, qui sont deux notions très différentes, parce que l'ensemble des solutions comme Blixo, Mocha, etc., sont 100% confidentielles. Mais parfois, la perception de confidentialité côté collaborateur est limitée, parce que c'est vrai que quand on demande à un collaborateur de répondre à une question sur sa vie perso ou alors via son entreprise d'aller consulter un praticien, il peut y avoir une sensation d'ingérence dans la vie privée. Donc, encore une fois, je pense que la communication là-dessus, elle est extrêmement importante et de donner le plus de transparence possible. Je vais faire un exemple, donner un exemple. Nous, quand on accompagne une nouvelle entreprise, on aime toujours faire une conférence de lancement avec quelqu'un qui nous accompagne côté RH et qu'on accompagne aussi côté RH pour vraiment prendre la parole et expliquer, vraiment ouvrir le capot, voilà, dire, voilà en fait les données qu'on prend, voilà les données qu'on ne prend pas, voilà dans quelle mesure c'est confidentiel. Et en fait, ça rassure énormément. La deuxième chose, c'est je pense d'être dans une posture côté RH qui est une posture énormément d'écoute et de faciliter le dialogue, beaucoup plus que de poser des questions de façon très proactive. En fait, si une personne a envie de parler, il faut pouvoir la laisser s'exprimer, mais ne pas chercher à vraiment, entre guillemets, tirer les verres du nez et vouloir quoi qu'il arrive, obtenir des réponses.
Et ça, c'est Pierre-Étienne, assez. ouais, Ouais, on va devoir arrêter. Il est 45 c'est vrai qu'il est 45, désolé. et on s'était dit ça. Et puis, on a plein de gens qui doivent nous quitter maintenant. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous pour cette participation, pour vos questions, pour votre écoute, pour avoir pu bloquer 1 heure dans votre agenda. Merci beaucoup, Pierre-Étienne. Pierre-Étienne a disparu. Merci beaucoup, Pierre-Étienne, pour tout, pour toutes ces informations et tout ton partage. Et puis, je vous donne rendez-vous d'ici peu pour d'autres webinars avec toute l'équipe de Blixo. Et puis, encore une fois, si vous êtes intéressé par les deux solutions, Mocha ou Blixo, vous n'hésitez pas, contactez-nous et vous avez les liens dans le chat. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.